porte la journée mondiale sans tabac. Donc chaque année, l'OMS, le 31 mai, célèbre la journée mondiale sans tabac. Donc cette année, le slogan, c'est le tabagisme chez l'enfant et la préservation des enfants du tabagisme. Alors, les chiffres, les collègues qui m'ont demandé des chiffres. Donc, la prévalence du tabagisme chez les 13-15 ans, elle est de 9,2%. C'est-à-dire qu'un enfant sur 10 fume. Alors, chez les adultes, les prévalences du tabagisme, même si ces chiffres qui sont un petit peu anciennes, donc c'est 16,5% chez les 18-69 ans. Donc c'est un peu plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, 32% versus 0,4%. Les objectifs de cette journée, c'est protéger les jeunes contre les pratiques manipulatrices de l'industrie du tabac, rappeler l'ampleur de la mortalité et la morbidité due aux maladies liées au tabac, notamment les maladies cardiovasculaires, respiratoires et les cancers, renforcer l'interdiction de l'usage du tabac dans les lieux publics, rappeler les risques posés par le tabagisme passif, informer la population sur les risques liés aux nouveaux produits du tabac et renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la lutte anti-tabac. Donc ça, c'est les objectifs pour cette année. Donc chaque année, nous célébrons à notre façon, par cette journée, la journée mondiale sans tabac. Donc il y aura 5 présentations, l'épidémiologie, le tabagisme chez la femme, la pathologie ORL liée au tabac, et on va terminer par les méthodes de sevrage tabagique. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à la représentante de la médecine du travail qui remplace Dr Mesdal, qui est absente. Cette journée de sensibilisation, de prévention et de formation, et espérons qu'elle sera fructueuse, que ce soit pour nous que pour vous également. Et malheureusement, maintenant, on ne parle plus de tabagisme chez l'adulte, mais le tabagisme aussi chez l'enfant. Alors, je vous remercie, je passe là. Alors, la parole à M. Chers collègues, honorable assistance, donc comme on revient sur la célébration de la journée mondiale anti-tabac, journée qui a été instituée en 1987 par l'Organisation mondiale de la santé, on peut faire le décompte, on est un peu dans les presque 40 années de l'institution de cette journée. Ce que je voudrais dire sur le tabagisme, c'est qu'on ne naît pas tabagique, on le devient. Parce que les circonstances sont bien là pour que les personnes s'initient au tabagisme. Une fois c'est initié, on entre dans la dépendance et puis toutes les conséquences qui sont liées au tabac. Sur quelques petites recherches que j'avais faites, pratiquement tous les services hospitaliers interviennent dans la prise en charge des conséquences du tabagisme. Donc, revenir au tabagisme de l'enfant, revenir à l'initiation au tabagisme, qui est l'enjeu qui est très important dans la lutte anti-tabac. Qui dit lutte anti-tabac, dit lutte contre toutes les maladies qui sont liées au tabagisme. Donc, je pense que, et j'espère que cette journée donc, aura de l'importance et de l'aura et de la transmission des données ou des informations pour contribuer à la lutte contre le tabagisme en général et contre le tabagisme de l'enfant. Merci. Bonjour, chers maîtres, honorable assistance, chers confrères des conseils, je tiens à remercier le professeur Abdelaziz et son équipe d'avoir organisé et célébré cette journée internationale sans tabac, ainsi que la participation des services de médecine de travail, des services d'épidémiologie, ORL et métier légal, d'avoir collaboré et participé à cette journée internationale sans tabac, dont l'objectif principal est de sensibiliser et de montrer les effets néfastes et délétères de des effets de la consommation du tabac, qui est une cause de mortalité évitable. Et cette journée va nous permettre sûrement, va nous renseigner
sur les dernières recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant la promotion, la publicité et la publicité concernant le tabac, l'industrie du tabac et surtout cette cigarette électronique dont le risque est multiplié par 3 pour passer à la cigarette classique. Donc je tiens à remercier encore une fois le professeur Abdelaziz et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à Mme Aïd, qui représente le directeur général, M. Mouzaoui, et qui va inaugurer et lancer cette journée. Très heureuse de me retrouver parmi vous. Je tiens à présenter mes vifs remerciements à toute l'équipe du CHU des Ilzoum, en l'occurrence le professeur, ainsi que son équipe, pour cette célébration de la journée mondiale sans tabac. Ce n'est pas la première, je sais que ce ne sera pas la dernière. Que Dieu nous prête longue vie pour qu'on puisse célébrer chaque année cette journée. Donc, je ne saurais tarder, je vais paraphraser monsieur de l'APL pour dire que toute l'équipe du Tizi Ouzou est mobilisée pour célébrer ces journées de communication, d'information et de sensibilisation. Contrairement à vous, professeur, désolé de vous contredire un peu, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants. J'espère que nous avons fait suffisamment de diffusion, de communication pour pouvoir quand même informer les gens de cette célébration. Ces dernières années, les participants se font très rares. Donc, pour un centre hospitalier universitaire, donc j'espère que les journées à venir, il y aura plus de participants. Donc, au nom de monsieur le directeur général, de la direction générale, je déclare l'ouverture officielle de la journée et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup à vous. Invitation et aux tentations. Toujours les enfants et les adolescents voudraient bien imiter les autres, voudraient bien imiter ceux qui sont plus grands qu'eux. Et voudraient passer à la tentation, c'est-à-dire essayer, tester, voir qu'est-ce qu'il y a dans ce tabac. Et puis il y a l'inconscience du risque. L'inconscience du risque chez les enfants et les adolescents. Du tabagisme actif et du tabagisme passif. Encore, c'est la population algérienne, estimation de l'année 2019 de l'Office national des statistiques, qui est, je dirais, à risque d'entrée ou d'initiation au tabac. On voit les 0 à 1 année, de 1 année à 4 ans, on laisse, de 5 à 9 ans, 10, 14 ans, 15, 19 ans, voilà les tranches d'âge qui sont à risque. Si on voit la population de ces tranches d'âge, donc on aura 3 millions, 3 millions 5 et 4 millions 5. Ça nous fera à peu près 10 à 11 millions de jeunes qui sont dans l'exposition de l'initiation au tabac en Algérie. Je vais parler un peu sur les conséquences du tabac. Les conséquences du tabac sur le plan de la maladie, et j'en passe donc rapidement. Voilà les appareils qui pourraient être touchés ou liés aux conséquences du tabac. L'appareil respiratoire, l'appareil cardiovasculaire avec un listing de maladies, les cancers, tout un listing de cancers aussi, cutané sur le plan de la brûlure, les accouchements et grossesses aussi, neurologiques et psychiatriques. Donc tous ces appareils peuvent être liés aux conséquences du tabagisme. Là, c'est une planche qui représente donc tout, on dira que tous les organes sont exposés au tabagisme, pas sur le plan de maladies chroniques, de maladies aiguës ou de cancer. Là, c'est sur le plan des services qui sont concernés par la prise en charge. Alors, si vous voyez tous ces services qui sont là, la majorité des services du CHU contribuent directement ou indirectement à la prise en charge des conséquences ou des maladies secondaires à la consommation du tabac. Voilà tous les services médecine interne, cardiologie, urgence, pneumologie, néonatologie, maternité, pédiatrie, service des brûlés. Donc, c'est tout un ensemble de services qui contribuent à la prise en charge des conséquences au plan maladie liées au tabac. Chers collègues et membres de l'assistance, donc comme chaque année, la célébration de la journée mondiale sans tabac est
assuré par notre service. Donc aujourd'hui, je parlais du tabagisme chez la femme. Donc, en introduction, rapidement, selon l'OMS, il y aurait 1,5 milliard de fumeurs dans le monde, donc 200 millions d'entre eux seraient des femmes. Et il faut savoir que 80% vivent dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Donc il faut savoir que le tabagisme affecte les femmes différemment par rapport aux hommes à plusieurs niveaux. Donc le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année, dont une estimation de 1,3 million de non-fumeurs. Donc le tabagisme passif. Il faut savoir que la nicotine met 8 secondes pour atteindre le cerveau une fois qu'on a fait la première inhalation. 8 secondes. Il faut savoir que le cerveau de l'être humain, il a des récepteurs nicotiniques. Donc nous sommes quelque part prédisposés. Donc le gros problème aujourd'hui, c'est le cannabis, c'est le shit. Malheureusement, l'initiation, il y a certains adolescents et adolescentes qui commencent à fumer parce qu'ils touchent à la drogue. Donc c'est un des moyens qui ramène les adolescents à fumer. Et il faut savoir que l'acné, qui est le problème de toutes les jeunes filles, peut être majoré par la consommation de tabac. Puisque sur les données du ministère de la Santé, c'est 9,2% d'enfants qui fument. Certaines études arrivent jusqu'à 20-25%, ce qui est un décalage important où se trouve la vérité. Merci pour ça, Abdelaziz. La vérité, elle est un peu des fois dans les choix des échantillons qui font partie en fait de l'échantillon de base sur lesquels la recherche de la prévalence. Il faut savoir que la prévalence, c'est juste un auto-questionnaire administré et que les gens répondent. C'est-à-dire, dans la réalité, si on prend le même échantillon, une année à 2 ans plus tard, on le refait, on n'aura pas la même prévalence. Et pourtant, c'est le même échantillon. Donc, souvent, même si le positionnement de la personne à répondre est-ce que fumeur ou pas, elle diffère. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, pour avoir une prévalence exacte, réellement représentative, il faut qu'il y ait énormément d'enquêtes de prévalence dans lesquelles les échantillons seraient différents. Et on aura des limites de cette prévalence pour essayer d'avoir une estimation de la réalité de la prévalence. C'est pour ça que dans une étude on trouve 9%, dans d'autres études on trouve 18%, dans une autre 20%, cela dépend de l'échantillon de base et de la réponse de la personne au questionnaire, puisque ce sont des questionnaires qu'on doit administrer. La réalité des études de tabagisme, il faut qu'il y ait un échantillon représentatif de la population de la wilaya et qui sera tiré au sort. Le plus souvent, ce sont des enquêtes qui sont très complexes et très difficiles à faire. C'est-à-dire que avoir tout le listing de la population et en fonction du type d'échantillonnage, on va tirer au sort de cette population celles ou ceux qui seront donc interrogés sur la prévalence, sur l'existence ou non du tabagisme. Le plus souvent, les enquêtes de prévalence des populations, ce sont des enquêtes qui sont très complexes. On n'est pas trop en fait habitué à ce type d'enquête. C'est pour ça qu'on ne se rabat sur des échantillons particuliers. La prévalence au milieu estudiantin, la prévalence au milieu professionnel, la prévalence sur le personnel de santé, parce que les populations sont bien identifiées et les enquêtes le plus souvent sont plutôt faciles à faire. Enfants, c'est vrai que les chiffres en Europe, bon, ils ont le chiffre, mais ça doit être des enquêtes très difficiles à faire sur l'enfant. Parce que l'enfant, pour qu'il se déclare fumeur, c'est pas évident. Comment ils font ce genre d'enquête? Le plus souvent, bien sûr qu'il est anonyme. Parce que s'il est nominatif, il identifie la personne. Ce sont des questionnaires anonymes. Et puis, comme je l'ai dit, c'est que le dénominateur de cette prévalence, le plus souvent, il est variable. Vous étiez dans la même école, on fait la même étude, 2 ans plus tard, dans la même population, on risque de ne pas trouver la même. Bien sûr, au cours des temps, il y a ceux qui sont entrés déjà dans le tabagisme, mais il y a aussi ceux qui peuvent arrêter à un certain moment et qui ne vont pas se déclarer tabagistes. C'est-à-dire, ce n'est pas vérifiable sur le plan biologique ou sur le plan directement de visibilité directe. Donc, c'est une estimation faite à partir du dire de ceux qui sont interrogés pour évaluer la prévalence.
Merci beaucoup. Les indicateurs de santé, il a sa valeur, il est ce qu'il est, mais il évalue l'ampleur d'une situation de risque ou l'ampleur d'une maladie dans une population donnée. Il est ce qu'il est, mais il donne toujours une information sur l'ampleur. Si on dit une prévalence de 10%, on a déjà dit sur l'ampleur de la maladie ou du facteur. S'il donne 20%, on a la valeur qu'il donne en termes d'ampleur. En fait, les indicateurs de santé, le plus souvent, ils mesurent l'ampleur soit d'un facteur de risque, si on veut le mesurer, soit d'une maladie dans une population. Mais c'est ça la valeur principale d'un indicateur de santé. Vraiment, c'est genre vraiment véritable, intéressante, ou bien est-ce qu'elle est sous-estimée? Oui, c'est une excellente question. Hein. Tu as répondu à ta question en réalité. C'est vrai que c'est une maladie, enfin je ne dirais pas une maladie, enfin c'est une... la prévalence, elle est sous-estimée. La société a un regard stigmatisant sur la femme qui fume, mais en réalité, les chiffres ne sont pas vrais. Il faudrait, comme l'a dit le professeur Tibiche, qui est le mieux placé de nous, pour parler de prévalence, de chiffres. Donc il faut plusieurs enquêtes, comme l'a dit le professeur Tibiche, il faut des questionnaires anonymes. Je pense que un des moyens qui est utilisé aujourd'hui dans les pays développés, c'est les smartphones. À travers le smartphone, la personne va s'exprimer librement. Je pense que c'est un des moyens, d'ailleurs l'OMS, quand il parle de sensibilisation, d'éducation, actuellement, tout est axé sur les smartphones. Donc, un des moyens les plus simples, c'est celui-là, et surtout chez l'enfant. Tous nos enfants maintenant, des CEM, ils ont tous des smartphones, donc il faut profiter de cela. Effectivement, de toute façon, sur le plan de la prévalence, elle est plus élevée chez l'homme que chez la femme. Ça, c'est la réalité. Et puis, la sous-estimation du taux de prévalence chez la femme existerait aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a cette difficulté, en fait, c'est-à-dire même si c'est anonyme, la difficulté de s'avouer être tabagique. Le deuxième point important, il ne faut pas aussi négliger le côté culturel de toute notre région en matière de tabagisme de la femme. Ça aussi, c'est une réalité. Le point que je dirais peut-être important dans ton situation, enfin, c'est le rôle de la femme, en fait, dans l'imitation au tabagisme, déjà, et quand la femme est enceinte, sur le plan d'aller dans la dépendance nicotinique chez le nouveau-né. Donc, ce sont des éléments qui sont quand même très importants. C'est possible, donc, parce que on peut faire le lien entre le tabagisme passif et les malformations éventuellement néonatales. Et merci. Pour le trimestre. C'est vrai que l'effet tératogène, on en parle. L'effet tératogène, j'ai mis une slide tout à l'heure, si vous l'avez vu, c'est les substances psychoactives. Et il n'y a pas que le tabac. Le tabac, il est tératogène quand il est associé aux autres substances psychoactives, notamment les amphétamines, quand on prend beaucoup de cannabis, la cocaïne. Malheureusement, c'est vrai que ce n'est pas très fréquent chez nous, mais il faut se dire que j'ai eu des étudiantes, malheureusement de le dire, qui fument et qui ont touché à la drogue. Donc l'association existe, c'est beaucoup plus l'association qui est beaucoup plus tératogène, mais quel que soit le trimestre, le tabac est nocif. Peut-être que si tu veux rajouter quelque chose. Non, par rapport à l'effet tératogène, c'est plus, c'est-à-dire au premier trimestre, quand il y a la formation du fœtus. Après, il y aura plus de risque de passage, mais par rapport au risque tératogène, c'est plus premier trimestre. Beaucoup de risques vasculaires. Oui, les risques vasculaires, ils sont connus déjà que le tabac est à l'origine de l'athérosclérose, il diminue l'élasticité des vaisseaux, donc, et quand ils sont associés au cocktail détonnant malheureusement stroprogestatif
et tabac, les dégâts sont encore plus importants. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? La question est la suivante. Par rapport aux effets du tabac chez les femmes, est-ce qu'ils sont les mêmes chez les hommes du côté de gravité? C'est-à-dire, est-ce qu'une femme qui fume risque de développer des risques plus graves qu'un homme qui fume? Je prends l'exemple de la BPCO. La BPCO, où en fait, les branches de la femme sont plus hyperréactives que celles de l'homme. Donc, à tabagisme égal, la femme arrive plus rapidement vers la BPCO. La femme, elle est particulière sur tous les plans. La femme s'exprime autrement que l'homme. Chacun a son mode d'expression. Même dans la maladie, la femme s'exprime autrement. Je vous donne l'exemple de l'asthme et de la BPCO essentielle. La femme est connue pour ne pas cracher. Et la femme, c'est crachat. Donc, la femme touche de la même façon que l'homme. Mais dans la BPCO, la symptomatologie est différente. Dans l'infarctus du myocarde, la femme n'a pas les mêmes symptômes. La douleur, elle est reléguée au second plan. La femme, je ne dirais pas banalise, mais elle ne s'exprime pas de la même façon. Mais je pense que sur le plan néoplasique, ça doit être la même chose. Les mutations génétiques sont les mêmes. Voilà, je ne sais pas, mais mon maître va ajouter quelque chose. Évidemment que sur le plan de la cancérogénèse, c'est la même chose. Sur le plan des pronostics, puisque vous savez très bien que le pronostic du cancer du poumon est parmi les plus redoutables, puisque la survie à 5 ans, c'est moins de 5%, 50%. Les autres cancers, je pense que c'est des cancers qui ne se prêtent pas au dépistage et qui très souvent sont, quand ils sont diagnostiqués, c'est déjà trop tard, très souvent au stade de métastase, où on pourrait faire attention au plan, je veux dire, de la survie et l'opérabilité. Après, il y a des particularités, les autres particularités, la fécondité, le petit pas de naissance, toutes les particularités liées à la femme. Je voulais juste ajouter quelque chose, professeur Abdelaziz. C'est une excellente question. En fait, dans le néo-stade avancé, ils disent que en fait, le néobronchite le plus fréquent chez la femme, c'est l'adénocarcinome. Et l'adénocarcinome est connu pour avoir des mutations génétiques, des mutations moléculaires, notamment le GFR. Ils disent que, j'ai lu une étude récente, ils disent que le cancer de la femme, quand la thérapie ciblée est instituée, il répond mieux que la thérapie ciblée chez l'homme. Ça veut dire que le cancer de la femme serait de meilleur pronostic que celui de l'homme. Voilà. Et comment aider les malades à arrêter de fumer? C'est la famille, j'ai l'expérience à avoir des femmes qui fument. On les a aidées à se sevrer. C'est des femmes qui fument une cachette, même s'ils sont mariés. J'ai une patiente qui est mariée, a des enfants. 20 ans de mariage, son mari ne sait pas qu'il fume. Il est toujours en cachette. Et après, quand il est angoissé, il essaye de gérer ses angoisses avec la vaisselle de la maison. Puis, quand son mari l'envoie acheter n'importe quoi pour fumer en cachette. Croyez-moi, 20 ans de mariage, son mari n'a même pas su écart et fumé. Voilà. Pour résumer un petit peu, on peut dire que l'enfant commence à fumer pour imiter ses parents. Là, c'est prouvé. Les adultes en général. Petit à petit, ça devient une habitude. Petit à petit, il y aura une dépendance. Et il y aura une relation affective avec la cigarette où le patient ou le client gère son stress avec cette cigarette, parle avec sa cigarette. Des fois, il fantasme avec sa cigarette. C'est pour ça qu'il y a une tranche de patients, ils n'arrivent pas à arrêter parce qu'il y a une relation profonde avec cette cigarette. Et est-ce que le tabac peut provoquer une surdité autotoxique?
merci pour votre question. Donc, j'ai pas de. Il y a une étude donc, sur ça, donc, sur la relation entre tabac et surdité. Donc, je vais passer après l'étude avec les détails. Donc, il y a deux effets. Soit c'est un effet direct de tabac, soit il y a un effet indirect. D'accord? Donc, ça peut donner, généralement, ça donne des surdités toxiques. Enfin, autotoxiques, donc c'est des surdités de l'oreille interne avec une surdité profonde, là où les patients, ça nécessite un appareillage. Généralement pour l'oreille moyenne, donc il faut savoir que quand vous fumez, il y a toujours un canal entre les fosses nasales, l'oropharynx et l'oreille moyenne. Donc, et la muqueuse de l'oreille moyenne, elle est de type respiratoire. Donc, toute pathologie qui peut toucher les poumons, qui peut toucher les voies aériennes, là où la muqueuse respiratoire peut toucher l'oreille moyenne. En général, au niveau de l'oreille moyenne, on a une seule transmission par otite sur une muqueuse. Donc, il y a une hypersécrétion, mais vous pouvez avoir des cas de cancer. Donc, une mutation génétique, ça peut exister, et le développement des cancers épidermoïdes de l'oreille moyenne, ça existe. D'accord? Ils sont plus importants et il y a une relation exponentielle entre fumer et avoir ces symptômes otologiques. On parle de problèmes otologiques. On parle aussi du syndrome d'apnée du sommeil. Mais quel est le mécanisme dans le syndrome d'apnée du sommeil? Merci professeur pour votre question. Donc, vous maîtrisez bien l'apnée du sommeil. Donc, quand on dit syndrome d'apnée du sommeil, donc là, nous, en tant qu'oral et nos confrères pneumologues, et généralement, on prend syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, c'est le syndrome périphérique. Donc, il y a un collapsus pharyngé. Un collapsus pharyngé, quand une personne dort, il peut avoir une apnée et une hypopnée. Donc, ça, sur le plan métabolique, ça se manifeste par une hypoxie. D'accord? Qu'est-ce qui fait cette apnée? Donc, c'est une inflammation. Il y a une inflammation en relation avec le tabac. Donc, il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a une inflammation par des petites brûlures de la muqueuse respiratoire. Ça donne des inflammations. Ça augmente une obstruction nasale. On a parlé de rhinite tabagique. Donc, ça crée des résistances. Qui est des résistances au niveau des fosses nasales, des collapsus pharyngés. Donc, ça rentre dans un cycle vicieux. Pour traiter ces apnées, il faut traiter l'élément déclencheur qui est le tabac, et en même temps il faut traiter l'apnée parce que ça peut aller jusqu'au décès de patient à cause de ces apnées quand ça rentre dans la sévérité. J'espère que je vous ai directement lié au tabac, je dirais la pathologie cancéreuse. La part de la pathologie bénigne qui serait liée au tabac, type rhinite, et la pathologie qui n'est pas liée au tabac dans les consultations et dans les interventions chirurgicales faites au service d'autorénolaryngologie. Approximativement, je dirais sur 100 patients, quelle est la part de ces éléments? Pathologie maligne liée au tabac, pathologie bénigne qui serait liée au tabac et pathologie non liée au tabac. Merci professeur pour votre question. Donc je commence par les pathologies malignes. Donc pathologies malignes, des pathologies malignes, des cancers des voies aérodigestives supérieures et cancer de Caron. Comme vous savez, le cancer de Caron, il est très fréquent en Algérie. Les cancers des voies aérodigestives supérieures, donc la bouche, les cancers des lèvres, cancer de la langue, cancer de l'amygdale, cancer de l'hypopharynx, cancer du larynx, de la trachée et encore plus cancer du poumon. Donc, le premier facteur, c'est le tabac. Le premier facteur, c'est le tabac. Pratiquement, dans plus de 90% des cancers, il y a toujours notion de tabac. On a eu des patients où il y a une notion de tabagisme passé. Mais toujours, il y a cette présence de tabac. Pour les manifestations bénignes, donc pour les cancers, à part le cancer du Caron qui n'est pas, il n'y a pas de relation entre intoxication tabagique et le cancer. Pour le cancer du Caron, généralement, il y a beaucoup de relations avec l'Epstein-Barr virus, d'accord? Et l'habitude alimentaire, il y a d'autres facteurs, mais il n'y a pas de tabac. Il n'est pas impliqué dans les cancers du Caron. Le reste des cancers ORL, la majorité des cancers, ils sont en relation avec le tabac. Pour les pathologies bénignes,
Donc c'est difficile de faire la part des choses, parce que déjà, elle est négligée par le patient. Elle est négligée par le patient. Quelqu'un qui fume, il fume une rhinite, donc il va dire c'est le tabac, même si c'est autre chose. Quelqu'un qui fume, il fait des angines, donc il va dire c'est le tabac. Donc il y a une relation exponentielle. Par exemple, quelqu'un qui fume, il aura des caries dentaires. Celui qui a des caries dentaires, il va présenter des angines et des pharyngites à répétition. Donc c'est pas le tabac qui a donné ces angines, mais c'est un facteur, il fait partie. Pour les rhinites aussi, on a parlé de rhinite tabagique, quelqu'un qui a une allergie, donc déjà il y a une inflammation, il y a une maladie de la muqueuse, s'il surajoute ce tabac, donc il y aura un facteur aggrave. Ok, merci. 2, 3 cas d'exploration du cancer. C'est vraiment, on va dire, une épidémie. Voilà. Je pense que si la prévalence du tabagisme ne diminue pas, on aura autant de cas de cancer à prendre en charge dans les années 2040, 2050, 2060, 2070. Si la prévalence diminue, évidemment que ça va, la prévalence de toutes ces pathologies cancéreuses va diminuer. Je voulais ajouter un mot, donc on n'a pas à remettre de dire ça, donc chacun après sa partie. Donc, quand vous avez quelqu'un qui fume et présente un cancer, il faut chercher tous les autres cancers. Donc, on a eu des patients qui ont présenté un cancer du larynx associé à un synchrone, un cancer du poumon. On a eu des patients qui ont présenté des cancers du larynx avec des cancers de la vessie. C'est-à-dire, quelqu'un qui fume, il a le droit de faire 3, 4 cancers. C'est là où le problème se pose vraiment chez ces patients. Donc, vous avez quelqu'un qui fait un cancer du poumon avec un cancer de larynx. Qu'est-ce que vous allez faire? La conduite thérapeutique elle est différente. Vous allez commencer par le poumon. Vous allez créer l'évolution sur le plan local laryngé. Vous allez commencer sur le plan laryngé. On a eu des patients comme ça. Donc, ça pose vraiment des problèmes thérapeutiques. C'est-à-dire diagnostic, c'est plus ou moins facile. Vous allez faire des biopsies, mais ça pose des problèmes thérapeutiques. On a eu un patient qui a un cancer du larynx avec un cancer du rectum. On a eu pas mal de patients comme ça. Donc ça existe les cancers synchrones. Vous avez un patient qui fume, il faut chercher tous les cancers. Il peut présenter un cancer de prostate, un cancer de la vessie, un cancer du pancréas associé. D'accord? Et merci. Merci beaucoup, Dr. Henry. Donc, on va passer à la prochaine communication qui a été faite par notre collègue sur le tabagisme passif. Comme ça, tout le monde va profiter. Je veux savoir juste, est-ce que la prise en charge de la femme enceinte, c'est la même que la femme normale et l'homme? C'est la même, surtout sur le plan pharmacologique. Est-ce que ces médicaments qu'ils prennent va avoir un effet sur le fœtus? Vous avez eu des cas comme ça. Donc, une personne, on parle pratiquement, en pratique, donc une personne qui travaille dans un bureau. Son collègue ou bien son supérieur fume dans le bureau. Qu'est-ce qu'il peut faire cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut faire cette personne pour c'est-à-dire se remettre et se protéger, c'est-à-dire pour arrêter ce processus? Est-ce qu'elle va déposer plainte? Est-ce qu'elle va déposer plainte au médecin de travail? Comment elle va faire pour que la personne qui la gêne au milieu professionnel puisse arrêter le tabagisme? Décret donc ministériel. Donc, s'il y a quelqu'un qui fume, pour la médecine du travail, en général, on est des conseillers. On ne peut pas imposer quelque chose dans une entreprise, mais c'est à l'employeur d'imposer ses lois, par ce décret. Donc, ce travailleur peut voir l'inspection du travail. Se plaindre. Faire une demande à l'inspection du travail. L'inspection du travail va venir faire son enquête. S'il y a eu non-respect de cette loi, donc l'autre travailleur va être sanctionné. Quels sont les moyens et les techniques acquis en Algérie, surtout, vu qu'il y a une absence de moyens par rapport aux autres pays?
Par rapport à la femme enceinte, donc je vous ai dit, donc les substituts nicotiniques, les autres traitements, donc ils sont contre-indiqués. Donc, mais les substituts nicotiniques, on peut les donner. Donc sinon pour la prise en charge, donc c'est vrai que bon, il y a pas, même à présent, c'est-à-dire tout le monde a quelqu'un en France, tout le monde a quelqu'un ailleurs. On peut, le patient qui veut réellement, il trouve le moyen d'avoir ces traitements, d'avoir ces substituts. Donc, mais comme j'ai dit, c'est une prise en charge, donc c'est pas uniquement le médicament lui-même, donc c'est tout un suivi, c'est une prise en charge psychologique. On propose des thérapies cognitivo-comportementales qui vont faire que ce patient va réussir à se sevrer du tabac. Voilà. Merci. Vous avez raison, il faut agir avant. Mais toujours pour continuer dans ce que vous avez dit, donc pour l'enfant qui est influencé par ses parents, si on sevre ses parents, on va éviter que l'enfant. Donc, il y a une grande part pour le sevrage. Si on arrive à sevrer ses enseignants, ses parents, l'enfant ne va pas entrer dans ce tabagisme. Donc, il faut le faire concomitamment, on va dire. Après, pour les résultats, vous avez dit l'évaluation par rapport au sevrage, donc c'est pas évident, donc c'est assez délicat. Donc c'est vrai que les patients rechutent beaucoup, donc c'est des patients qui ont souvent qui ont un contexte psychologique particulier, donc ils rechutent à cause d'un stress, à cause d'autres facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent, c'est pour ça que justement on en reparle. Donc il y a Madame Stéphanie qui est avec nous, qui essaye tant bien que mal de faire des thérapies pour aider ces patients à ne pas rechuter, parce que oui, il y a la rechute est là, il y a des patients, il y a un grand pourcentage des patients qui rechutent, qui retombent dans leur travers, donc qui recommencent à fumer, même s'ils avaient arrêté. Après, parfois, on a des patients chez qui on a réussi à sevrer, donc heureusement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui rechutent pour plusieurs facteurs, notamment les conflits familiaux, etc. Mais il faut continuer toujours le travail. Il faut toujours continuer, bien sûr, nous sommes là pour le faire. Vous ne pouvez pas enlever, on va dire. Dans la démarche, on essaie de diminuer. On commence par celle qui est la moins importante. On va dire, en général, le matin, il ne peut pas se passer de fumer, par exemple, le matin. On essaie d'enlever celle du soir, par exemple. Mais après, il faut savoir, pour les résultats, les meilleurs résultats, c'est chez les patients qui ont arrêté brutalement. Parce qu'à chaque fois, s'ils prennent un petit peu, à chaque fois, il y a toujours... on veut toujours cette nicotine, cet effet de dopamine, il y a toujours ces récepteurs qui sont insaturés, notre cerveau qui demande, qui devient feignant, qui a besoin, qui n'arrive pas à libérer cette dopamine. Mais comme nous sommes tout le monde stressé, il a tout le temps besoin de ça. Donc pour arrêter, il faut arrêter. Tout arrêter brutalement pour avoir les meilleurs résultats. Merci beaucoup, Dr Bouzy.